Bonsoir et bienvenue dans 85 Chrono, ce nouveau numéro de 85 Chrono. Ravi de vous retrouver. Au programme ce soir du football, du basket avec nos invités du RVBC et la finale de Pro Adam en tennis pour le TEY. 85 Chrono, c'est parti. Et pour débuter cette émission, nous parlerons football, je vous le disais, bien sûr, avec le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France, dont vous avez forcément dû entendre parler, sans oublier le championnat de National 2 et National 3. Ensuite, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau Laura Évrard, la capitaine, et David Gauthier, l'entraîneur de La Roche Vendée Basket. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et de l'autre côté de la table, pour nous accompagner ce soir, un nouveau venu, Sébastien Soulard, notre nouveau chroniqueur basket. Bonsoir Sébastien. Bonsoir, merci de m'accueillir. Et bienvenue. Merci. Ravi de t'avoir avec nous ce soir. Ensuite, nous parlerons rink hockey avec la Vendéenne qui poursuit son excellent début de saison. Enfin, on terminera par du tennis puisqu'il y avait ce week-end la finale Pro Adam pour le TEY et évidemment un tour d'horizon des classements et tous les résultats du week-end pour nos équipes vendéennes et en basket bien sûr et aussi en rugby. Je vous propose qu'on commence par du football, 12e journée de National 2. Les Herbiers recevaient au stade Massabielle Bayonne, 3e du championnat, choc du haut de tableau donc dans un décor difficile, vous allez le voir, sous la pluie battante avec des rafales de vent. Et c'est Bayonne qui commence très fort dans ce match dès les premières minutes. Robin Legendre déborde et obtient un corner. Et sur le corner qui suit, c'est Alexis Giacomini qui tente la reprise, mais ça finit dans les gants du gardien. Les Basques insistent et après un quart d'heure de jeu, c'est Valentin Picoulé-Sondé qui allume une énorme frappe, ça finit sur le poteau. Les occasions s'enchaînent pour Bayonne. On a cette petite occasion via Jérémy Billy qui loupe sa tête. Et encore Jérémy Billy, mais ça passe au-dessus pour les Herbiers. Les Arbretés qui finissent par sortir un petit peu la tête de l'eau, mais qui continuent de subir Bayonne, qui sont très dangereux dans cette première mi-temps. Mais à la mi-temps, ils n'ont pas réussi à faire la différence. Score nul et vierge de 0-0. La deuxième période repart sur les mêmes bases, avec plusieurs situations chaudes dans la surface herbretaise. Mais le match bascule juste avant l'heure de jeu, juste après même l'heure de jeu. Et cette frappe de Jacques Rissonga qui combine bien, frappe puissante qui termine au fond. Les Herbiers prennent les devants, 1-0. Des Arbretés très réalistes. Bayonne pousse pour revenir. Toujours lui, Valentin Picoulé-Sondé, continue d'apporter du danger sans parvenir pour autant à tromper la défense herbretaise. Et puis cette dernière occasion de Florent Ducasse qui passe à côté. Et derrière, sur la contre-attaque, les Herbiers frappent fort. Arthur Fiquet qui inscrit le deuxième but et qui fait le break. 2-0 donc pour le VHF qui fait une belle opération au classement. Je vous propose des interviews au micro de Thibaut Grasset. On a voulu organiser un pressing, on avait travaillé dessus, mais malheureusement on n'a pas réussi à le faire, ce qui fait que l'adversaire Bayonne, qui est vraiment un adversaire de qualité, et on l'avait spécifié de toute façon avant le match, a réussi à déjouer notre pressing parce qu'on n'était pas en phase. On a réajusté pas mal de choses à la mi-temps, notamment d'un point de vue offensif dans nos ressorties de balles. Et en deuxième mi-temps, on l'a mis en place, on a remis ce qu'il fallait. Et j'ai trouvé que pendant 30 minutes, on a fait vraiment 30 bonnes premières minutes. Alors le but aussi nous a aidé, nous a permis d'avoir un peu plus de confiance. Voilà, et ça nous a permis aussi de faire beaucoup de changements, notamment dès la 84e pour les 3 derniers qui sont rentrés, qui nous ont apporté aussi du jus dans le travail défensif et dans les transitions. Et ça a permis aussi à Arthur de pouvoir libérer l'équipe en marquant ce deuxième but. En première mi-temps, on a souffert, surtout les 15-20 premières minutes. Mais on a su faire le dos rond et le principal c'était de pas encaisser de but, c'est ce qu'on a fait. En deuxième mi-temps, voilà, on a la chance de mettre ce premier but qui nous fait du bien. On a vu que voilà, on a pris confiance en nous. Et puis deuxième but c'est la cerise sur le gâteau, surtout que c'est Arthur Fiquet qui le met, on est content pour lui parce que ça va lui faire du bien. Le deuxième but, il est anecdotique parce que c'est les arrêts de jeu et qu'on pousse forcément pour revenir au score. Après, c'est sur, on va dire, l'unique occasion qui marque ce premier but. C'est surtout ça qui est, je pense qu'on joue mal le coup défensivement pour empêcher ce but. Mais avant ça, je pense qu'on a vraiment les situations pour marquer et on ne le fait pas. Et malheureusement, après, quand vous laissez l'adversaire toujours en vie, et on n'est pas à l'abri d'un coup de pied arrêté, de choses comme ça, c'est le foot.
Et donc au classement, grâce à cette victoire en National 2, le VHF, vous allez le voir, reste accroché au haut de classement et monte à la 4e place, à 1 point seulement donc de Bayonne, leur adversaire du week-end. Et puis devant, à la 2e place, La Roche a concédé le nul 1 partout dans les dernières secondes à Angoulême. Et donc les Lyonnais restent 2e derrière Bordeaux à 2 points. En National 3, juste en dessous, Chaland reste leader et invaincu après son match nul 0-0 contre Chauvigny. Le Poiré, lui, monte sur le podium après sa victoire 3-1 à Châtellerault. Fontenay descend à la 5e place après sa défaite 3-1 contre l'Union Foot Touraine. Et puis juste derrière, à 2 points, la Châtaigneraie, grâce à sa victoire 2-1 à Saint-Philibert de Grandlieu, est donc à 14 points. Et les Sables, avec un match en retard, ont battu Panazol et restent 11e. Eh ben, je vous propose qu'on fasse un petit mot de Coupe de France. Forcément, c'est l'actualité de la semaine dernière. Il y a pile une semaine après 85 chronos avait lieu le tirage des 32e de finale. Et vous avez pu le découvrir sur nos réseaux sociaux. Ça a été le gros lot pour nos équipes vendéennes. Vendredi, on aura donc les Herbiers qui recevront Amassabielle, Angers, club de Ligue 1. On aura ensuite Fontenay qui recevra le PSG, champion d'Europe en titre et deuxième de Ligue 1. Ça se jouera à la Beaujoire, ça sera le samedi. Et puis enfin le dimanche, les Sablés qui recevront les Rennais, donc c'est l'inverse, mais ça se jouera bien au Roazhon Park à Rennes, ça sera donc le dimanche. Et puis bien évidemment, on vous tiendra au courant quand on aura des informations concernant la billetterie. Et puis soyez-en sûrs, on vous prépare au mieux ce week-end pour le suivre sur les antennes de TV Vendée. Passons maintenant au basket avec nos invités. On va parler du RVBC, La Roche-Vendée Basket. Je vous propose un petit résumé du match et puis on en discute ensuite ensemble. C'était donc la 9e journée de Wonder League. La Roche recevait l'Asvel de Lyon. Après 5 défaites consécutives, les Lyonnaises voulaient absolument se relancer dans ce championnat et le match a très très bien commencé pour elles. En face, les Lyonnaises étaient en panne d'adresse tout simplement. Et donc résultat à la fin du premier quart-temps, avec pas mal d'intensité mise par les Vendéennes, et ben elles sont devant 18-9. Et elles continuent dans le deuxième quart-temps sur leur lancée, même si Lyon parvient à contenir un peu mieux les attaques vendéennes, elles restent plus précises, plus collectives, ce qui leur permet à la mi-temps de rester devant, 11 points d'avance, 33-22. Elles se mettent donc de parfaites conditions pour aller chercher enfin cette deuxième victoire de la saison à domicile. Et donc vous allez le voir, 11 points d'avance et ce 3 points de Justine. Et puis au retour des vestiaires, le scénario va complètement s'inverser, les visiteuses retrouvent leur adresse, et puis en face, un peu de fatigue peut-être, un roster moins fourni et des erreurs, ce qui permet à Lyon de revenir à hauteur de La Roche, après pourtant un retard de 11 points à la mi-temps, et repasse même devant les Lyonnaises et non pas les Lyonnaises. Troisième quart-temps très compliqué pour les Vendéennes, perdu 24-9, mais elles ne coulent pas. Et elle résiste bien, portée par Stella Johnson, la MVP du match, et Justine Loubens. Ouais. Les Vendéennes restent en vie, recollent et repassent même devant, à l'orgueil, la détermination, notamment grâce à plusieurs shoots à 3 points. Et au final, ce sont bien les Lyonnaises qui s'imposent 70-66 grâce à un super dernier quart-temps, 28-20, deuxième victoire de la saison pour La Roche-Vendée Basket. David, qu'est-ce qu'on retient de cette deuxième victoire de la saison ? La victoire. Non, et puis surtout l'état d'esprit qu'il y avait, aussi bien sur le terrain, parce que les filles ont vraiment tout donné, on jouait à beaucoup de cœur, et c'est ce que je leur demandais aussi, de mettre beaucoup d'énergie, et là-dessus ça a été appliqué à 1000%, et poussé par le public dans les moments difficiles, ça nous a permis de revenir, et puis de finir sur une excellente fin de match. Et puis en interview, c'est ce que vous expliquiez après le match, des fois elles ont tendance un peu à lâcher dans le troisième, là ça a été le cas, mais elles sont vraiment revenues, elles ont fait preuve de combativité dans le dernier quart-temps. Tout à fait. On sait que tout le monde est capable de faire beaucoup de très bonnes choses, mais on a du mal à avoir cette constance sur 40 minutes. On l'a vu encore, ce que je leur ai dit tout à l'heure d'ailleurs. On a fait 28 minutes, mais vraiment excellentes, parce que franchement, la première mi-temps, je crois que c'est en termes de qualité purement basket, c'est un des meilleurs matchs de l'année. On aurait pu encore aggraver le score, parce qu'on a quand même raté aussi pas mal de choses faciles en première mi-temps, shoot ouvert à 3 points ou des paniers faciles dans la raquette. Mais malgré ça, on était devant, parce que vraiment l'investissement et la qualité étaient au rendez-vous. Sébastien ? Oui, j'avais une question, moi c'est par rapport au contexte actuel. La prépa d'avant-match, elle a été comment ? Vu qu'il y a eu pas mal de défaites avant, on jouait à domicile contre un adversaire direct. Est-ce que vous aviez changé quelque chose ? Non, c'est vrai que le début de semaine avait été compliqué, mais
de par le style de match qu'on avait fait à Basketland. C'est pas de perdre Basketland, le problème, c'était normal, c'est plus qu'on avait perdu un peu la joie de jouer, le plaisir, l'énergie, d'être positif en fait. Donc on a pas mal parlé, ou en tout cas il y a eu une réunion, pas une réunion, mais une vidéo assez musclée, on va dire mardi. Et les filles derrière sont vraiment reparties, elles sont aussi ressoudées entre elles. Et puis après, on a juste ciblé 2 points défensifs, 2 points offensifs, des choses très simples. Et toute la semaine, on a parlé que de ça, et puis de plaisir de jouer au basket. D'accord. Et puis Laura, comment tu l'as vécu, toi, sur le parquet, ce 3e quart-temps un peu plus compliqué? C'était compliqué, oui. Après, pour une fois, on partait avec de l'avance. Donc, quand elles sont passées devant nous, on n'était pas si loin derrière. Et c'est là qu'on a su se remobiliser tout ensemble pour aller le chercher. On savait que c'était un match important pour plusieurs points. Et ça fait plaisir de terminer avec la victoire. Ouais, parce que vous restez sur 5 défaites consécutives. Je vous propose qu'on écoute donc Justine Loubans qui a fait un superbe match. Et puis le coach adverse que vous connaissez bien, David. Franchement, je pense qu'on peut être toutes fiers de nous parce que quand on arrive à se passer la balle, à courir, tout ce que nous dit David depuis le début, qu'on arrive à le mettre en place, qu'on arrive à être ensemble, à toujours s'encourager, forcément, à la fin, ça paye toujours. Et donc, oui, très, très fiers des filles de l'équipe parce que on travaille chaque semaine et c'est vrai qu'on est souvent là, on a une période de down et cette victoire déjà fait du bien. Et elle va nous pousser pour la suite, pour les prochains matchs. On est suffisant ce soir, donc on est suffisant au début, on est suffisant à la fin, on n'est pas dans les intentions au début et puis à la fin on n'est pas dans la discipline. Ils ont joué quasi que la même chose de tout le dernier quart-temps et nous c'est des situations qu'on répète à l'entraînement et on doit les exécuter mieux que ça en défense et puis en attaque je pense qu'on a manqué de dureté, d'agressivité et d'intention quoi. C'est surtout ça, c'est la façon dont on rentre dans le match qui conditionne ce match-là. On s'affole pas, on reste calme, on essaie de trouver des solutions, on revient, on repasse devant, mais on finit pas le boulot quoi. C'est trop peu par rapport au match, on doit faire beaucoup mieux et puis c'est surtout le début quoi. On prend 13-2 pour démarrer sur les 5 premières minutes. Là, ça veut dire que voilà, et on sent que La Roche ils sont beaucoup plus agressifs au départ, qu'ils sont beaucoup plus je sais pas si c'est libéré, mais en tout cas, ils ont envie de jouer dur, quoi. Et que nous, on n'est pas là-dedans. Vous avez joué dur, c'était l'idée, vous trouvez, au premier quart-temps? Je trouve surtout, je suis pas sûr qu'on avait beaucoup de dureté. Après, peut-être que Laura aura un avis différent, mais moi, je trouve surtout qu'on avait beaucoup d'envie et beaucoup d'énergie. Et ce qui a permis de mettre beaucoup de vitesse dans le jeu, et c'est ça que j'ai trouvé, c'est pour ça que c'est un de nos meilleurs premiers quart-temps, et je pense qu'on aurait pu mettre plus de 18 points dans le premier quart-temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas c'est plus l'énergie qui a été apportée, qui était très positive, et le coach, je dis peut-être libéré, oui, en tout cas il y avait envie d'aller de l'avant, de jouer les unes pour les autres, et c'est vraiment ça qui a été intéressant. Oui, je suis plutôt d'accord. Je trouve que on a quand même été assez dur parce qu'on leur a laissé quand même que 2 points. Donc d'une part, c'est bien de commencer 13-2. Il y a eu beaucoup d'intensité. On était vite fatigués sur le début du match, mais quand c'est 13-2, la fatigue, on la ressent plutôt bien. Et ça fait toujours plaisir de commencer un match de cette manière-là, quoi. On se sent pousser derrière. Et puis surtout que physiquement, vous avez une blessée en plus. Là, vous jouez un peu avec un roster réduit. Ouais, déjà, on a un roster très court à la base. Et c'est pour ça qu'avant le match, on avait envie, on y allait pour se faire plaisir aussi. Mais avec le roster, si elles avaient joué très intense 40 minutes, peut-être on n'aurait pas existé. Mais je dirais qu'au-delà de l'intensité, de la vitesse et de la dureté, sur ce premier carton, il y a eu beaucoup de discipline. Et en attaque comme en défense, c'est une des premières fois, on était dans le projet qu'on avait prévu avant. Et on mettait la balle où on voulait, on avait répété toute la semaine, même des fois juste comme ça, sur tableau, sur là. Si on met là, derrière, ce sera facile pour vous. Si vous mettez la balle là, ça sera facile. Si en défense, vous voulez ça sera facile. Et le premier carton, en fait, tout était appliqué et les filles ont été vraiment exceptionnelles dans cette discipline. Non, mais pour en revenir en tout cas à ce jeu, on voyait pendant les 2 premiers quarts-temps une fluidité dans les passes, permettant l'ouverture pour des shoots ou trouver une personne dans la raquette. 3e, 4e quart-temps, ça a un peu baissé tout ça. C'était dû à quoi Est-ce que si c'était une consigne de votre part pour ces 2 premiers quart-temps d'avoir cette fluidité du ballon pour trouver des partenaires? Ouais, en tout cas, on avait ciblé comment on voulait les attaquer.
Et j'avais vraiment beaucoup insisté en faisant beaucoup de répétitions. Et comme je vous l'ai dit, on a ciblé 2 points et vraiment se concentrer là-dessus pour justement que les filles derrière, elles n'aient pas trop besoin de réfléchir. Quand elles reçoivent la balle, elles ont juste à jouer et puis elles ont des qualités, donc les utiliser. Mais si tout le monde est à la bonne place, c'est plus facile d'utiliser les qualités. Dans le 3e quart-temps, on perd le fil. C'est pas que les consignes ont changé. Je pense que déjà sont revenus certainement avec d'autres intentions en termes d'intensité, dureté physique. Alors que nous, avec ce petit confort, on a peut-être eu inconsciemment un petit relâchement. Donc déjà, le défaut, c'est les rapports de force physique, c'est inversé. Et dans ce moment-là, on a eu un petit vent de panique dans le sens où on a oublié tout ce qu'a fait les recettes en première mi-temps, puis on a tenté un jeu un peu plus direct et on a commencé à perdre des ballons. On perd 7 ballons dans ce carton-là, c'est où on en perd le plus et on leur a donné du rythme à elles. Donc là, on n'était plus dans ce qu'on voulait, on était un petit peu dans nos défauts. Les défauts, c'est que dès qu'on est un peu impacté physiquement, on jette un peu la balle un peu trop tôt, trop vite, et du coup, on laisse du rythme à l'adversaire. Mais là où on a été, je trouve, et les filles ont été très, très fortes, c'est que malgré le moins 8 derrière, après avoir été à plus 14, elles sont revenues. Et dans les quart-temps, on a retrouvé, en jouant de manière très simple, on a retrouvé la fluidité, et ce qui nous a permis de laisser l'adresse revenir, et puis de pouvoir faire un run très positif avec plusieurs paniers à 3 points. Je vous propose qu'on regarde le classement du coup, parce que cette victoire elle vous fait du bien, mine de rien, au classement, même si vous restez avant-dernier avec 11 points, ça vous permet d'avoir un petit matelas d'avance quand même sur Toulouse, même s'ils ont un match en moins, et puis de revenir à un point en fait de Lyon, de Chartres, les équipes qui sont juste devant. On parlera après du début de saison pour clôturer sur ce match. Toi, Sébastien, qu'est-ce que tu as apprécié? Qu'est-ce que tu as vu par rapport à d'autres matchs précédents? Alors, ce que j'ai apprécié, effectivement, c'était cette fluidité dans le jeu. Les 2 premiers cartons, en tout cas, vous avez raison, je pense que c'est un match référence là-dessus. Est-ce que c'est aussi un match, un déclic par rapport à ce jeu qui a été amené par les joueuses? On a déjà trouvé cette qualité sur d'autres matchs. Si ça peut être plutôt une prise de conscience individuelle de manière à répéter, bien sûr je le prends et ça pourrait être une forme de déclic, mais on sait que par le passé on a fait des belles choses, on le faisait dans des matchs 20 minutes, 15, là on l'a peut-être fait un peu plus longtemps, mais c'est surtout, on l'a vu à la mi-temps, quand on est un peu trop dans le confort on a tendance à se relâcher, donc c'est dans les têtes qu'il va falloir garder cette dureté aussi, de se dire on a gagné un match c'est bien, mais la saison est encore longue et on veut faire encore beaucoup mieux, quoi. Je pense que c'est surtout là que ça va être important et la capitaine va être aussi importante pour ça, pour garder les troupes plutôt à dire on veut plus plutôt que se dire on peut et puis voilà, mais il n'y a pas besoin de s'investir. S'il y a eu un investissement toute la semaine des filles, ça a payé, donc il faut encore augmenter cet investissement. Et on parlera du début de saison et puis on parlera des objectifs pour la saison en deuxième partie d'émission. Mais je vous propose qu'on reste au RVBC, mais cette fois avec l'équipe 2, l'équipe Espoir en National 2 qui a remporté son premier match de la saison face à Anglette. C'était 71-67 en National 2 féminine. Et puis toujours en National 2, le Smash qui s'est incliné de peu 89-86 à Orthez et qui reste 5e de cette National 2. Chez les hommes, en Élite 2, Chaland s'est de nouveau incliné 73-83 contre hier Toulon et reste dernier au classement avec 14 points. Ça commence à être compliqué pour les Chalandais. Et puis un cran en dessous, en National 1, défaite également pour les Sablés, 75-82 contre Toulouse, adversaire direct pour ce top 7. Et donc les Sables qui restent malgré tout dans ce top 7 et toujours en course pour la phase 2. Enfin, en National 2, Montaigu s'est incliné à Nantes contre l'équipe Espoir, 98-82. Les Montacutins qui descendent à la 7e place, mais qui restent toujours dans la première partie de tableau. Parlons un petit peu de rink hockey à présent avec la 8e journée de National 1 Élite. La Vendéenne recevait Quintin, premier du championnat avec 7 victoires en 7 matchs. Les locaux affrontaient la Lanterne Rouge, toujours avec 0 points. Dès la première minute, c'est Nicolas Gutiérrez qui ouvre le score, suivi par Paul Bessoli, Guitare et Da Silva. Déjà 6-0 après seulement 6 minutes de jeu. La Vendéenne qui déroule et qui joue un peu facile. Résultat, les Rouges et Noirs semblent maîtres du match en rouleau compresseur, mais Quintin va réagir timidement, d'abord avec Eric Gualprats qui marque à la 9e minute, puis qui signe un coup franc direct à la 22e. Augustine Torres Maella ajoute un 3e but avant la pause. Et puis vous allez le voir, voilà, Quintin qui revient un petit peu dans la partie, et donc à la mi-temps, la Vendéenne mène toujours, mais mène que de 3 points, 6-3, un peu de relâchement pour les Lyonnais. La seconde période reprend sur un rythme plus maîtrisé pour la Vendéenne. Nathan Jefflot
marque, suivi de Federico Balmaceda et Amaury Alanik. Le score, lui, est de 9-3. Les Vendéens se donnent un peu d'air, mais Quintin va une nouvelle fois réduire l'écart par Gual Prats, Mejeflo. Toujours là, le capitaine va signer un doublé en moins d'une minute et sceller vraiment la fin de ce match et le retour définitif des locaux. Un dernier point sur un coup franc pour Quintin et un but final de Gutiérrez conclut ce match sur un score sans appel. 12-5 donc pour les locaux. Interview au micro de Thibaut Grasset. Oui, on savait que Quintin était une équipe supposée plus faible, mais bon, on a déjà eu des matchs comme ça, notamment avec Aix-les-Bains il y a quelques semaines, on avait très mal joué et au final on avait gagné que dans les dernières minutes. Donc on s'était dit qu'il fallait commencer très fort et vraiment faire la différence dès le début pour avoir un match tranquille et pas se compliquer la vie. Bon, au final, 12-5, c'est un gros score, mais il y a eu beaucoup d'espace des deux côtés. Je pense que on a fait un bon match en attaque, mais 5 buts en défense, c'est beaucoup contre une équipe de ce niveau-là. Je parle comme joueur pour regarder les matchs qu'il fait contre Aix-les-Bains, qui va faire un bon match contre une équipe faible. Et ici, c'est pareil, il commence très bien, mais je sais qu'on veut faire la rotation des joueurs, c'est un peu difficile. C'est une semaine difficile après les Coupes Europe, et c'est très dur psychologiquement pour nous. Mais c'est la vie. Continuer à travailler. Encore les Coupes de France. Cette journée, c'est très bien pour nous parce que le Québec a perdu un Poiré. C'est une équipe qui met beaucoup d'impact et qui est très précis. On voit qu'ils se projettent très vite vers l'avant et ça pardonne pas. Tout est dans les crosses. Ça finit au fond des filets à chaque fois. Ils ont un jeu très, très précis et qui va vite au but et on l'a senti passer dès le début du match et sur l'ensemble du match. Et donc avec cette victoire, la Vendéenne conforte sa place de leader. Vous allez le voir, 6 points devant Saint-Omer et 7 devant Dinan-Quévert et poursuit donc sa série d'invincibilité 8/8 au championnat. Jeff, est-ce que tu peux nous envoyer le classement s'il te plaît, qu'on regarde ce classement de Ring Hockey en National 1 Elite. Et puis deuxième club vendéen dans ce championnat, victoire également pour le Poiré, 5-4 contre Dinan-Quévert. Eh ben, pas de classement, c'est pas grave. On va regarder le classement de hockey sur glace avec le Hogli qui l'a emporté sur le fil 4-3 face à Reims grâce à cette victoire. Les Lyonnais qui conservent leur première place en hockey sur glace. Et puis donc, en parlant du Hogli, je vous propose justement qu'on écoute notre entretien sport de la semaine avec Andrew Donald, capitaine durant de longues années de cette équipe du Hogli et qui est aujourd'hui joueur aux Ducks de Mouilleron. Pour moi, ce club méritait d'être en D2. On en a chié. Et le but pour moi, c'était ça. En fait, malgré j'ai pris un coup dans la gueule quand on est descendu, c'était très dur pour moi. En plus, j'étais capitaine, donc je l'ai pris vraiment pour moi. Je me suis dit, c'est de ma faute et tout. Même si c'est pas du tout de ma faute, c'était financier, plein d'autres choses. Mais je me dis, il faut qu'on remonte, quoi. Et quand c'est tout con, hein, j'ai eu la chance, c'est le fait, je dirais, c'est le destin. J'ai marqué le dernier but à 10 secondes de la fin, on est surmonté. Je me revois rentrer sur le banc et je dis à Yoreil qui est là, c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a entraîné, il me connaît depuis gamin. Je vois Cyril, tout ça, et je leur dis, ça y est, on l'a fait, quoi. C'est fait. Et là, il y a un poids qui s'enlève de tes épaules. Et tu dis, maintenant, je vais kiffer le hockey, quoi. Moi, mon but, si on remontait pas en D2, c'était fini le hockey. Enfin, la Roche, c'était terminé, on va pas rester en D3, c'est pas possible. Et donc cette fois on a les classements, je vous propose qu'on regarde donc en Ring Hockey la Vendéenne, je vous le disais, qui conforte sa place de leader après cette belle victoire 12-5 contre Dinan-Quévert, ce qui leur permet de prendre donc 7 points d'avance sur Dinan, et puis le Poiré, je vous le disais, qui a gagné 5-4 contre Dinan justement, et de revenir à la 7ème place. Et puis on a aussi le classement de hockey sur glace, et je vous le disais, le Hogli qui l'a emporté face à Reims et qui donc conserve cette première place au classement. Et puis l'entretien que vous avez entendu avec Andrew Donald est bien entendu à retrouver sur tvvendée.fr. Et ben, je vous propose qu'on retourne au basket. On va revenir un petit peu sur ce début de saison. Donc on l'a dit, 2 victoires en ce début de saison. Vous êtes satisfait ou non? Non, on ne peut pas dire satisfait. On perd 2 matchs de 1 point qui sont évitables. Après, on sait qu'on est beaucoup dans l'apprentissage dans cette première partie et qu'on aura beaucoup de matchs à domicile dans la seconde partie de saison qui seront très importants pour nous pour la suite. Mais justement, là, vous avez eu 1 mois où vous n'avez pas joué à La Roche, plusieurs matchs d'affilée. Est-ce que ça a joué ça aussi peut-être dans les têtes ? Oui, forcément. Faire que se déplacer, on sait qu'on aime bien jouer aussi à La Roche devant notre public, ça nous pousse. Ça engrange aussi beaucoup de fatigue et on sait qu'on n'est que 8, donc 8, 9, à tout casser. Donc la fatigue, quand elle se fait ressentir, on est forcément moins performante. Après,
ça excuse pas tout non plus. Hein. Mais... Sébastien, sur ce début de saison, toi, tu avais quelque chose? Oui, j'avais une question. Moi, c'est sur ce groupe qui a été remanié dans sa quasi-totalité, avec un nouveau coach. Quand on arrive en tant que nouveau coach, on procède comment pour trouver la bonne alchimie, les bons systèmes de jeu? Notamment, est-ce que la capitaine a aussi un rôle à jouer là-dedans? Déjà, on essaie de faire un recrutement où avant tout de trouver sa place et il y aura de la complémentarité tant sportive que humaine pour créer un groupe cohésif et un groupe qui a envie de jouer ensemble. Donc ça, c'est important. Et bien sûr qu'après, la capitaine est toujours importante parce que, comme on le sait, il y a toujours des hauts et des bas. Et dans les hauts, il y a besoin de personne, hein, tout le monde va bien. Mais c'est dans les bas où des fois, il faut rester positif, où il faut aussi sonner des fois le signal d'alarme. Il y a plein de choses. Et le plus difficile était surtout qu'on avait un groupe très peu expérimenté en ligue féminine de basket. Donc c'est ça qui était le plus dur parce que il y a quasiment 5 joueuses qui découvraient le championnat, alors que c'est un championnat qui est atypique, qui est très physique. Donc il a fallu, même si on a beaucoup parlé en prépa, on a beau avertir, mais la réalité c'est que sur les 2 premiers matchs, on s'est fait surprendre par le niveau d'intensité que le niveau exigeait. Et puis plusieurs défaites, oui, de 1 point ou de 3 points qui font mal aussi, j'imagine, à la tête. Et ce premier match face à Toulouse, cette défaite, qui on le voit là, Toulouse, qui va être votre adversaire principal peut-être dans cette course au maintien. Ouais, à Toulouse, on n'était pas prête. On n'était pas prête, ça joue à rien et c'est ça qui est frustrant, c'est qu'on n'est pas prête, on perd de 20 points, c'est différent qu'on n'est pas prête, on perd de 1 point. Maintenant, c'est à nous de réagir et de les prendre au match retour. On va avoir beaucoup plus d'expérience, on n'aura plus d'excuses sur ça. Donc ça commence dès maintenant, après la victoire de ce week-end. On a encore un match hyper important avant la trêve à Chartres, qui va être important pour le classement et pour la suite de la saison aussi. Donc là, on rentre dans une phase un peu importante de cette saison. Match à Toulouse début janvier, match à Chartres aussi. L'objectif sur cette deuxième partie de saison, David? Après, on est ambitieux, mais il faut qu'on sache rester les pieds sur terre aussi. Mais en attendant, il y a le match à Chartres. On va à Angers, on reçoit Toulouse et je crois on va à Montpellier, on reçoit Landerneau. Donc on aura quand même quasiment 2 matchs à domicile et 2 matchs à l'extérieur sur des équipes qu'on voit qui sont maximum 2 points devant nous ou 1 point derrière. Mais nous on a cette fâcheuse habitude de se relâcher, donc c'est vraiment ça qu'il faut garder l'état d'esprit qu'on a eu ce week-end et aussi aux entraînements, parce qu'on a fait une bonne semaine d'entraînement et si on garde ça, on va pouvoir continuer encore à progresser et puis valider un petit peu tout ce travail. Justement, je vais rebondir sur ce que tu disais, Sébastien. Vous êtes arrivés tous les deux cet été, Laura notamment en provenance de Landerneau. Pourquoi le choix de La Roche, tous les deux? Laura? Moi, le projet de David m'a beaucoup plu. Je sais que j'avais besoin de quelque chose de nouveau, de repartir sur de bonnes bases. Et je pense que La Roche aussi devait repartir sur de nouvelles bases. Et c'est plus ça qui m'a attiré, le projet que David proposé. Et aussi, David, on sait que c'est un très bon coach, très reconnu en Ligue féminine. Donc forcément, ça attire. Et vous, David? Je dirais déjà, moi je suis choletais, habitant l'année dernière encore sur Angers, donc déjà la région, je suis attaché à la région. Et après ma dernière année à l'Asvel où j'avais perdu le plaisir en fait de coacher, je voulais aussi revenir sur des choses simples, trouver un club convivial, prendre une équipe avec des joueuses qui allaient travailler, qui allaient amener de la bonne humeur et pouvoir travailler sérieusement, professionnellement, mais un peu en toute simplicité. Et pour moi aussi me challenger et trouver le plaisir. Donc c'est pour ça que j'ai tout de suite adhéré et j'étais emballé par ce projet-là. Content de vous avoir en tout cas maintenant à La Roche. Et puis on le sait, le club qui a des difficultés un peu financières. Toi, Sébastien, comment tu vois l'évolution cette année? On sait que l'objectif là, ça va être le maintien. Avec ce qu'on a vu ce week-end, t'es plutôt optimiste? En tout cas, on a pris du plaisir à vous regarder jouer. En plus, il y a eu du suspense au bout, donc c'était vraiment un match agréable pour un spectateur. Mais effectivement, quand on voit comment vous jouez, en tout cas sur les 2 premiers quart-temps, on se dit, si l'alchimie prend bien, s'il n'y a pas de joueuses blessées aussi, ça ne peut que monter en puissance. Enfin, je pense, en plus, le groupe est nouveau. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes, les prendre une par une. C'est-à-dire, déjà, essayer de se sortir un peu de ces 2 dernières positions du championnat, gagner les matchs les plus importants. Et puis, si après, on peut rêver de plus, on prendra ce qu'il y a à prendre. Mais le plus important pour le club aujourd'hui, c'est de ne pas descendre. Il faut qu'on pense d'abord à ça et après, on regardera plus haut s'il faut.
Non, mais match après match, et puis c'est très important pour le club, et de stabiliser aussi le club à ce niveau-là, parce que c'est important, et on voit quand il y a du monde, et je pense que si on a des bons résultats, il y a encore plus de monde dans la salle, et il y a tout un développement à faire ici en Vendée, donc c'est important déjà de se maintenir, donc c'est pour ça, match après match, la saison est encore longue, on n'a pas de marge. On sait qu'on a un petit effectif, mais là, prendre cela avec Rita en moins, et Sarah, qui ne s'est pas entraînée de la semaine et qui a juste serré le strap 20 minutes avant l'entraînement, et que c'était pas facile. Donc voilà, mais donc, de prendre dans ces circonstances-là, ça veut dire qu'il y a la solidarité, et c'est aussi important. Je vous propose qu'on passe un peu au tennis rapidement. On vous l'avait montré la semaine dernière, le TEY Tennis Entente-Lyonnaise qui s'est qualifié pour la finale Pro A-Dames, jouait sa finale à Grenoble ce week-end. Récit de cette finale avec Aurélien Huard et notre envoyé spécial Bruno Cuaz. Une semaine après leur qualification historique, les Lyonnaises avaient rendez-vous sur les cours couverts du Grenoble Tennis Paddle pour affronter le Tennis Club de Fontainebleau, une affiche que personne n'avait vu venir, 2 outsiders pour un titre national. Si on est là, c'est pour jouer le titre. Donc voilà, on essaye de mettre toutes nos chances de nos côtés. Je suis un petit peu déçu parce qu'il me manque mes 2 meilleures joueuses, donc Anna Siskova et donc Magali Kempen, qui font le WTA 125 à Angers, donc ça nous pénalise un petit peu. C'est vrai qu'avec ces 2 filles en plus, l'équipe avait de la gueule, et voilà. Mais bon, de toute façon, ça n'empêche pas que les filles qui sont là vont défendre fièrement les couleurs du club. La veille de la finale, les joueuses prennent leur marque, entraînement et découverte de la surface, avec une situation improbable pour Marine Partot qui aurait dû être au bord du cours plutôt que raquette en main. Je m'étais engagée avec la fédération effectivement il y a 2-3 mois pour dire que j'allais commenter ces finales. Évidemment, dans un coin de ma tête, ayant l'espoir de pouvoir m'y qualifier avec les filles. Mais bon, je m'étais dit, si on ne s'y qualifie pas, au moins je serai là pour commenter. Mais je suis ravie d'être ici pour jouer demain, et ça va être un super match. 6 matchs sont programmés pour cette finale. La règle est simple, la première équipe à 4 victoires est sacrée championne de France. Sur le cours numéro 3, Marine Partot démarre fort face à Amandine Monod. Break d'entrée, premier set remporté 6-4. Même dynamique sur le court voisin, Ilena Inalbon déroule 6-1 face à Gabriela Knudson. Mais la suite se complique, Ilena s'effronte 6-0 dans la deuxième manche, puis perd le super tie-break 10-4. Marine résiste davantage, mais s'incline elle aussi, 6-1, puis 10-6 dans le super tie-break. Il n'est pas encore midi et Fontainebleau mène déjà 2-0. On va continuer à y croire. Marine, elle a fait un très bon match aussi. C'est très dommage qu'on perd là 2 fois au super tie-break. On aurait pu gagner 2 fois au super tie-break. Mais voilà, le format, le tennis, il est comme ça. Et on va continuer à y croire, et puis on va y aller à fond. C'est un peu dur, ouais. Après, le pire, non, on aurait pu prendre toutes les deux 6-0, 6-0. Ça aurait été pire, je pense. Là, on a tout donné, on ne passe vraiment pas loin, on montre qu'on a le niveau. Et voilà, j'espère qu'on va se relever pour la suite de la journée. La journée bascule définitivement lorsque, diminué par une blessure au dos, Mallory Noël cède 6-1, 6-1 face à Ariane Artono. Il reste un mince espoir qui ne se concrétisera pas. Justina Mikulskite ne parvient pas à contenir Manon Léonard, victorieuse 6-1, 6-2. Fontainebleau remporte le 4e point décisif et est sacré champion de France pour la première fois de son histoire. En face, les Lyonnaises choisissent de ne pas disputer les doubles. Pas regretter, Fontainebleau était plus fort que nous sur cette finale. Après voilà, faut garder la tête haute, on s'est retrouvé en finale. On progresse tous les ans et on reviendra l'année prochaine encore plus fort. C'est une déception, mais bon, il faut quand même féliciter les joueuses. Elles ont fait un super parcours. C'est difficile, mais on en retient quand même du positif. Je pense que demain, en revoyant toute l'aventure 2025, on va être hyper satisfaite. C'était vraiment un chouette moment, et on va essayer de se rappeler de ça pour être plus forte l'année prochaine. Malgré la déception, le rendez-vous est déjà pris pour 2026, avec cette fois l'envie d'aller chercher le trophée. Et puis parlons athlétisme à présent. Près de 350 athlètes étaient réunis ce samedi au Vendée Space pour le meeting régional d'athlétisme du Vendée Space, avec comme parrain Simon Deschamps, le Vendéen. Et puis au programme, vous le voyez, sprint et saut lancé. Chez les hommes, c'est Louison Coma qui remporte le 60 mètres. Et côté femmes, c'est la Nantaise Clara Ingoglia qu'on va écouter, qui a marqué les esprits, doublé sur 60 mètres et sur 60 mètres raies. Et 2 records de la salle à la clé. Écoutez-les. On sait que certains sont en préparation pour d'autres échéances, donc ils viennent se régler ici chez nous. Et puis pour les Vendéens, c'est l'occasion de se confronter à des athlètes de bon niveau.
et d'essayer de lancer leur saison pour eux aussi sur des bonnes bases. Les installations du Vendée Spa sont appréciées des athlètes, donc c'est pour ça qu'ils reviennent chaque année sur nos meetings. Et puis du coup, la confrontation entre les uns et les autres, l'émulation leur permet de faire des très bonnes performances dès le début de saison pour certains. C'est un plaisir parce que moi j'ai commencé aussi par des compétitions ici en salle. Donc toujours un plaisir de revenir. J'ai pas eu l'occasion depuis 2 saisons de faire des compétitions là. Donc déjà juste d'être présent ça me faisait très plaisir. Puis je revois toujours beaucoup de monde, beaucoup de copains, d'athlètes. Ça mélange déjà des belles têtes d'affiche d'un niveau parfois déjà national et aussi tout simplement des athlètes du niveau régional qui viennent se confronter. Donc c'est ça qui est bien et l'athlétisme on reste un sport qui est où tout le monde peut se confronter, peu importe les niveaux. Les meilleurs arrivent ici, font leur rentrée de saison et d'autres sont déjà en pleine saison. Mais c'est très bien. Déjà c'est la 2e année que je le fais et les 2 années le niveau est très relevé. Là les perfs dans la finale il y en a plusieurs qui sont en dessous les 7 secondes. C'est impressionnant et il y a vraiment un bon niveau. J'ai l'habitude de faire ma rentrée dans cette salle, donc c'est un peu mon petit rituel, on va dire. Et c'était ma rentrée sur le 60 mètres haies et sur le 60 mètres. Et c'est exactement ce que j'attendais, surtout sur les haies. Je repars avec 2 records du meeting, donc c'est toujours bon à prendre. Et puis en mode vélo, on avait reçu la semaine dernière Benoît Genozo de Total Energy, on l'a appris cet après-midi. Jean-René Bernaudot a annoncé l'arrivée de Stéphane Helot comme manager général chez Total Energy. C'est une info de nos confrères de Ouest France. Je vous propose qu'on clôture cette émission. Merci à tous d'être venus sur notre plateau. Ça a été, Sébastien, cette première ? Oui, ça va. Merci beaucoup. Merci. C'est cette émission évidemment à retrouver en replay sur notre site internet tvvendée.fr. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer et à réaliser cette émission. Jeff, Marion, Olivier en régie. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine.